Bien, bonjour à nouveau à nos chers auditeurs. Driss Rafez, directeur général du groupe Educati, mais pendant 3 journées, entre le 14 et le 16 avril 2021, j'ai eu le grand plaisir, le grand privilège et l'honneur d'accueillir euh, plus de 30 experts, d'éminents experts, qui nous ont fait voyager au sud, puis au nord de la Méditerranée, puis vers le Moyen-Orient et en Asie, même pour certains d'entre eux, aux Amériques. Bref, nous avons fait un tour d'horizon du monde avec un focus quand même entre le nord et le sud de la Méditerranée pour pouvoir mettre en exergue ce que sont les enjeux des organisations en 2021 et quelles compétences à la clé. Avant d'arriver au sujet des compétences, qui a occupé une grande partie des échanges et des préoccupations de nos intervenants, qu'ils aient eu l'occasion d'intervenir en tant qu'experts, donc dans le cadre de questions pour un expert quand c'est en one-to-one, ou regard croisé d'experts. Nous avons eu évidemment la possibilité de voyager dans l'environnement des organisations à un niveau macro puis microéconomique et pour in fine arriver au cœur de ces dernières organisations et regarder de l'intérieur à quoi ressemblaient les problématiques de transformation. De nombreux sujets ont été évoqués et nous avons, comme le précisé dans l'organisation de cet événement, consacré la première journée à tous les secteurs d'activité. La deuxième a été consacrée au secteur bancaire et financier et la troisième, donc aujourd'hui le 16 avril, au secteur des assurances. Les interventions ont été juste remarquables, c'est le terme qu'on peut utiliser, exceptionnel pour d'autres et globalement excessivement positif, de construction, d'enrichissement intellectuel, d'analyse pertinente et surtout profonde par rapport aux mutations que connaît le monde aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé de transition, très peu parlé de crise. Et si certains parlaient du mot crise, ils parlaient bien de crise d'opportunité. J'ai eu le plaisir de modérer 17 événements pendant ces 3 journées, riches, enrichissants. Je me suis nourri, je peux le dire, en énergie, en matière intellectuelle des propos des uns et des autres. Des grandes dirigeantes et des grands dirigeants qui se sont succédés ont apporté énormément de valeur à la thématique. Et j'ai préparé pour vous une note de synthèse que je vais lire parce que le contenu est structuré de manière à pouvoir répondre à ce qui est finalement la finalité pour nous, c'est de pouvoir proposer des solutions qui soient en phase avec ces enjeux. Donc, accordez-moi ce temps de lecture de manière à pouvoir aller vraiment dans le temps et dans l'air du temps de notre échange. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que les modèles d'affaires des organismes, qu'ils soient banque, finance ou assurance, dépendent en fait du choix des segments de marché dans lesquels elles vont se positionner. Hein. C'est une répartition qui est évidente. Et donc, ces modèles d'affaires, ils sont construits autour d'une recherche d'un équilibre durable entre les différents enjeux tant économiques que de croissance, évidemment, donc économique, rentabilité, croissance, développement, mais également de gestion des risques. Quand on parle de banque ou d'assurance, les risques sont omniprésents. Et enfin, évidemment, on a beaucoup parlé de la distribution. Donc, le canal de distribution détermine le choix des modèles d'affaires. Les organismes du secteur des services financiers sont tous appelés à faire évoluer leur organisation en termes de mode de fonctionnement dans un premier temps. On a parlé de l'organisation interne, de procédures évidemment internes revisitées par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui et bien sûr du cadre de travail, notamment avec l'intégration du télétravail. Et ceci va viser à favoriser chez les collaborateurs, puisqu'ils sont bien au cœur de toutes nos discussions, le développement de nouveaux comportements. Le comportemental a été évoqué à plusieurs reprises comme étant un des éléments importants de la nouvelle approche de travail dans la transition que nous connaissons. Et évidemment, avec une finalité, bien sûr, bien rationnelle, c'est de leur permettre d'être plus productifs et en intégrant évidemment des notions d'agilité, d'intelligence collective, de créativité et d'autonomie face aux nouvelles situations de travail qu'ils sont appelés à confronter, tout en respectant évidemment les règles internes de l'entreprise et en restant en phase avec les règles de conformité imposées en la matière. Les établissements, qu'ils soient banques, organismes financiers, opérateurs des marchés des capitaux, compagnies d'assurance, intermédiaires, réassureurs évidemment, sont aujourd'hui tous confrontés à la nécessité de revoir leur modèle culturel en interne et par conséquent leur modèle de gestion de projet et de transformation à la clé. Et ceci de la conception à la mise en œuvre, de la conception à la mise en œuvre. Et c'est très important que nous puissions mettre en exergue que les évolutions réglementaires qui sont de plus en plus contraignantes sont là également comme des opportunités. Et lorsqu'elles sont mises en œuvre, ceci induit qu'il faille déployer des nouvelles compétences en interne
en réponse à ces exigences de conformité qui sont de plus en plus nombreuses et rapprochées dans le temps. Vous avez bien réalisé que les cycles sont de plus en plus courts, les cycles économiques, mais également les cycles de transformation. Et évidemment, la finalité, c'est d'éviter les sanctions. Nous avons eu des exemples de grandes sanctions qui ont été présentées par certains des intervenants à leur propre initiative, d'organismes bancaires et de compagnies d'assurance qui ont eu des sanctions lourdes, parfois qui ont entraîné l'arrêt de leur activité, ou en tout cas des grandes difficultés économiques. Et donc, évidemment, à ce niveau-là, le sujet RH devient un sujet qui est au cœur de toutes les stratégies de transformation. La révolution technologique elle-même engendre des impacts majeurs sur l'exercice de l'ensemble des métiers. Tous les métiers sont affectés. Il n'y a pas aujourd'hui un métier ou une famille de métiers purement digitale. Le sujet de la digitalisation est propre à toutes les activités dans toute la chaîne de valeur. Et ces avancées technologiques, notamment liées au big data et à l'intelligence artificielle, vont permettre ainsi de nouvelles approches clients. Le traitement massif des données dont on a beaucoup parlé, des données d'information, dans le cadre d'activités notamment dites prédictives, vont permettre de mieux comprendre les comportements des clients, donc de mieux servir ces derniers en termes de produits, comme ça a si bien été cité il y a quelques instants. Et la finalité, évidemment, c'est de garder bien à l'esprit qu'on a bien compris, tous les métiers étant affectés, on réfléchit tant au niveau du back que du milieu du front office. Et le challenge des organisations aujourd'hui, c'est bien de garder la continuité en termes de connectivité entre le front, le middle et le back office de leurs organismes et de leurs process de travail. La relation client change en profondeur. Les clients bénéficient d'une offre de service qui est plus élaborée. Et vous savez que parfois, même ces clients qui attendent d'avoir plus de réponses à leurs besoins sont parfois plus sachants que leurs propres partenaires ou leurs propres assureurs ou leurs propres banques de l'offre existante sur le marché. Ce sont des clients avertis, des clients informés. Ils sont parfois plus au courant même que leurs propres prestataires de ce qu'il y a sur le marché. Ça arrive, il faut en être conscient, mesdames et messieurs. Enfin, la notion d'entrée en relation avec le client par l'omnicanal va bouleverser les modes relationnels. Les clients ont malgré cela besoin de plus de proximité. Et à partir de là, la proximité physique doit être quelque chose de valorisant pour la fidélisation de ce client et justement pour mieux l'équiper, pour le faire souscrire à des contrats complémentaires et des garanties complémentaires lorsque cela est possible. Évidemment, les conséquences mises ou plutôt apportées à la dimension des ressources humaines et les compétences qui seront mises à disposition par la direction des ressources humaines de ces établissements doivent être totalement adaptées au modèle d'affaires qu'on a évoqué en préambule et tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Il y a parfois des besoins de masse à traiter, mais n'oublions pas la dimension qualitative. Enfin, l'approche classique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences va progressivement céder la place à une méthode qui est dite Strategic Workforce Planning, qui est une démarche plus moderne qui se base sur une logique de prospective des compétences et des effectifs à l'écoute des directions métiers. On parle bien de répondre aux besoins d'un client interne. Je conclurai mes propos sur une dimension toujours liée au métier de la DRH, que les DRH doivent maintenant être en mesure d'apporter des solutions qui correspondent aux réalités, aux objectifs stratégiques et organisationnels, mais également culturels spécifiques selon une approche à plus court terme. On a bien parlé de cycles plus courts. Dans un marché où les ressources humaines, dans un marché de la RH de plus en plus complexe, on a parlé de mobilité des collaborateurs du nord vers le sud, du sud vers le nord, ça va dans les deux sens, hein, il faut l'entendre aussi dans ce sens. Eh bien, l'enjeu consiste bien à cibler, à attirer, donc pas attirer, mais à attirer, à motiver et à développer, mais également à fidéliser les profils adéquats qui se font de plus en plus rares sur le marché de l'emploi. Ainsi, la capacité à développer, à valoriser le capital humain va devenir un des enjeux majeurs de différenciation et un facteur tangible de différenciation en termes de prestations au profit du client. Et à l'instar des propositions de valeur client, on a bien dit pendant toutes ces 3 journées que la proposition de valeur collaborateur se doit d'être attractive et engageante. Ceci passe notamment par le développement de la marque employeur et d'une communication RH qui est innovante tant en interne qu'en externe. Les managers ne sont pas exempts de toutes ces mutations. On a beaucoup parlé des collaborateurs, mais les dirigeants, les hauts dirigeants, les managers sont concernés également par ces mutations. En effet, toutes ces approches managériales doivent accompagner les changements de modèle organisationnel. Et ceci implique de passer par une approche dite plutôt qui était connue comme une approche d'autorité construite autour du conseil, plutôt une approche construite autour du conseil, de l'accompagnement des équipes de proximité. On parle bien de management de proximité aujourd'hui plus que jamais, malgré la distance numérique qui met les équipes en télétravail parfois. Et dès lors, de plus, la pédagogie qui va être mise en œuvre et consiste à répondre à la question du pourquoi plutôt que celle du comment uniquement.
le pourquoi faisons-nous ce que nous faisons et comment motiver les décisions de travail, notamment par la compétence et par l'explication pédagogique. L'approche, évidemment, va évidemment être construite autour d'une conduite de changement, notamment en termes de méthode agile, et ceci va permettre de favoriser la fixation de nouvelles compétences au service d'un équilibre subtil entre le bien-être du collaborateur et sa performance opérationnelle. Et bien maintenant, mes chers auditeurs, je vais vous dire exactement ce que nous faisons au niveau du groupe, puisque en termes d'innovation, notre groupe éducatif depuis 2 ans a importé le know-how finlandais de Finlande pour 2 raisons. Simplement d'abord parce que Kaïm Rafes, mon cher frère et associé moi-même, sommes de 2 cultures. Notre deuxième culture est pays après le Maroc étant la Finlande. Nous avons eu un élan naturel vers ce pays pour aller comprendre comment nous pouvions changer de modèle pédagogique. Nous aussi, bien avant la transformation que nous vivons aujourd'hui et transition humaine globale que nous vivons, nous avions des enjeux de répondre mieux aux problématiques de nos clients. Nos clients étant dans l'ordre justement des 3 journées d'intervention, les organisations de tout secteur d'activité, les banques, les compagnies, les organismes du secteur financier, les compagnies d'assurance, qu'ils soient au sud de la Méditerranée ou au nord de la Méditerranée. Nous avons des clients dans les deux zones territoriales, j'ai envie de le dire, et même au-delà. Mais l'idée était très simple. Comment arriver à répondre à une problématique de fond? Que faire lorsqu'un client vous dit « Je veux que grâce à la formation, il y ait une amélioration de la performance opérationnelle du collaborateur ?» Et la réponse, c'est en Finlande que nous avons trouvé. Et pour ce faire, nous avons décidé d'intégrer ce qu'on appelle l'approche dite basée sur les phénomènes. Un phénomène, c'est simplement un fait de la vie constaté. L'exemple d'un bon phénomène, ça serait l'Union européenne. Plutôt que de parler de l'Europe en fragments, histoire, géographie à l'école, on parlerait du phénomène de l'Union européenne. Et ensuite, nous approchons l'approche pédagogique par ce qu'on appelle des cas, la résolution de problèmes. Je ne rentrerai pas dans la technique du métier de ce que nous proposons aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que pour nous assurer qu'une formation donne une valeur ajoutée, on passe par différentes mécaniques et différentes approches pédagogiques. D'abord, parlons un peu de la Finlande. Pourquoi la Finlande est aussi bonne, d'après les classements de l'OCDE en matière de positionnement pédagogique? Parce qu'elle a fait une véritable culture, ou en tout cas une véritable action culturelle nationale, un véritable projet de société de la formation, en faisant en sorte que tout apprenant qui rentre dans un processus, quelle que soit son origine ethnique, religieuse, son genre évidemment, quels que soient ses moyens économiques ou son statut social, puisse bénéficier d'une progression pédagogique et donc professionnelle par la suite et donc sociale, qui soit à la hauteur de ses capacités, de ses ambitions, de ses moyens. Mais quand je dis capacité, on parle de capacité intellectuelle. Et donc dans ce sens, ça veut dire que la pédagogie dont nous parlons est une pédagogie qui permet de réaliser un engagement des participants qui est totalement lié à un modèle où on capitalise sur les expériences acquises, mais également sur une notion d'intelligence collective. L'intelligence collective va permettre de construire un raisonnement et une autonomisation de l'apprenant face aux problèmes de tous les jours qu'il rencontre dans la vie. Et in fine, nous, la manière dont nous formons les gens aujourd'hui, avec beaucoup de use cases à l'appui, est une manière qui permet à un manager de se mettre en face de son collaborateur et de lui dire « Mon cher apprenant, démontre-moi que tu es plus performant dans l'exercice de tes fonctions en situation de travail avec des cas bien liés à la réalité du client. Nous avons la possibilité de faire cela. » Et aujourd'hui, pour conclure, le nouveau CFPA, une nouvelle école d'assurance que vous retrouverez en 2021, avec évidemment de nouveaux intervenants, avec un nouveau modèle pédagogique. Nous avons une offre très diversifiée que vous allez découvrir dès la semaine prochaine. Je vous annonce en avant-première. Vous allez sur le site aujourd'hui, vous ne trouverez pas tout ce que je vous dis, mais dans les jours à venir, vous verrez le détail de cette offre et de cette méthode dont je vous parle mise en pratique. Eh bien, notre finalité, c'est de faire en sorte que vous perceviez clairement, nos chers participants, dont j'ai parlé d'école d'assurance, mais tant au niveau de la banque que des autres secteurs globalement, mais je concluais mon propos en m'arrêtant un moment sur l'assurance. Nous avons déjà fait la transition au niveau d'éducatif depuis 2 ans. C'est que vous voyez que la formation est un investissement à long terme, non pas une dépense ponctuelle, et qu'elle permet bien l'amélioration des compétences et le meilleur devenir de vos collaborateurs ou de vos organisations. Merci d'avoir suivi ces 3 journées d'événements. J'étais ravi de vous rencontrer tous en ligne. Nous avons eu à peu près 500 participants qui nous ont suivis, tant sur les sessions en ligne, en direct, mais également par le biais, pour ceux qui ne se connectaient pas directement, du live streaming à partir de la deuxième journée. Et nous allons bien sûr mettre à disposition toutes les vidéos qui ont été présentées, ont fait l'objet des présentations pour rester dans cet élan solidaire qui fait partie de nos valeurs, de continuer à partager la connaissance. Je vous remercie encore une fois de votre disponibilité, votre écoute
bienveillante et surtout, je remercie l'ensemble des participants et des partenaires qui ont accompagné ce projet. Vous pouvez retrouver le détail de ces derniers au niveau de la plateforme de l'événement. À très vite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, digitale ou digitale, qu'importe. L'essentiel, c'est qu'on soit les uns en face des autres. À bientôt. Merci.